iki ndakibabwire ntimujya mu mukondora zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga emwe aho. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'Élan africain et vous avez bien raison. Ce mardi 11 février 2025, nous avons suivi des propos du président burundais Evariste Ndayishimiye, qui était en déplacement dans le nord de son pays, dans la province de Kirundo, frontalière avec le Rwanda. Et les propos qu'il a tenus font froid dans le dos. Il a indiqué en réalité que si le Rwanda s'avisait à attaquer son pays, le Burundi attaquerait également le Rwanda. Ce sont des propos qui ne peuvent pas passer inaperçus, puisque nous savons déjà la tension qui règne dans cette région des Grands Lacs. Mais nous ne pouvons pas traiter les propos du président Ndayishimiye sans considérer justement la situation en général dans cette région. Si le président Ndayishimiye a tenu à avertir le Rwanda de sa détermination à défendre son territoire, c'est qu'il avait certainement des informations faisant état des velléités rwandaises, connues déjà du grand public, de vouloir déstabiliser le Burundi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons parler encore une fois de cette situation que nous avons maintes fois évoquée, de la sécurité régionale dans cette région. Mais tout d'abord, permettez-moi d'évoquer la suite du sommet de Dar es Salaam qui s'est tenu le 8 février, c'était samedi de la semaine dernière, sommet conjoint entre les États de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, la SADC, la DAC, et les États de la communauté économique pour l'Afrique australe et orientale, c'était la SADC. Comme nous l'avons évoqué ici, ce sommet a ordonné l'arrêt immédiat des combats à l'est de la République démocratique du Congo et entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était l'une des résolutions, c'était la première des résolutions. La mise en place d'un cessez-le-feu immédiat. C'était encore une fois, il y a une autre résolution qui disait que les chefs d'état-major des États composant ces deux organisations allaient se rencontrer dans 5 jours à compter du sommet. Ce qui veut dire que c'était ce jeudi, au moins, que les chefs d'état-major des pays en question devaient se rencontrer, mais on n'a pas d'informations jusqu'à ce jour. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, pour commencer cette émission, c'est que les résolutions du sommet conjoint de la SADC et de l'EAC sont déjà un échec. Un échec parce que d'abord c'était les résolutions, la rencontre des chefs d'état-major n'a pas eu lieu, du moins ça n'a pas été communiqué. Et puis l'arrêt des combats, justement, c'est là le principal, c'est que jusqu'à ce jour, les combats continuent. Déjà avant le sommet, le groupe M23, la rébellion congolaise soutenue par le Rwanda, avait décrété un cessez-le-feu unilatéral qui n'a jamais été mis en place. S'ajoute maintenant
le cessez-le-feu décrété par le sommet de Dar es Salaam, qui non plus n'a pas été mis en place, puisque jusqu'à présent, les combats continuent. Nous avons suivi un communiqué du commandement militaire du Nord Kivu et du Sud Kivu, dirigé par le général Pacifique Masunzu, qui disait que dès lundi, c'était le 10 février 2025, et mardi 11 février 2025, le M23 a attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Sud Kivu, du côté de Kalehe. Au nom de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Masunzu Pacifique porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC continuent à attaquer les positions occupées par le FARDC en violation des dispositions pertinentes des accords de Luanda et récemment ceux de Dar es Salaam sur les cessez-le-feu immédiats et obligatoires sur toute la ligne de front. Pour la énième fois, il vient d'attaquer les positions de FARDC basées à Iusi et Kalehe Centre, dans le territoire qui porte le même nom, sur le front du Sud Kivu et à Ndoloma et Lubango, dans le territoire de Lubero au front du Nord Kivu. C'est lundi 10 et mardi 11 février 2025, avant d'être repoussé par les vaillants militaires de FARDC qui ne jurent que par la défense de l'intégrité du territoire national. Ces attaques ont causé plusieurs pertes en vies humaines parmi les civils. Les commandants de la 3e zone de défense, tout en dénonçant l'attitude belliqueuse de l'armée rwandaise et ses pantins du M23, soulignent qu'aucune barbarie terroriste ne sera tolérée en cette période et que nos positions seront énergétiquement défendues contre toute attaque d'où qu'elle vienne. À cet effet, nous demandons à la population d'être calme et de collaborer avec son armée en dénonçant tout mouvement ennemi auprès des services de défense et de sécurité de la RDC œuvrant dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, car tout est mis en œuvre pour la sécurité. Le communiqué stipule que ces attaques ont été repoussées. Mais ça, on n'a pas vérifié, mais il paraît que ces attaques ont été repoussées. Et ce que je veux dire ici, c'est que le cessez-le-feu en question, que ce soit le cessez-le-feu décrété par le groupe rebelle du M23 de façon unilatérale, n'a pas été mis en place. Et le cessez-le-feu maintenant, redonné par le sommet conjoint de la SADC et de l'EAC, n'a pas été respecté, ce qui est un problème. Deuxième point, justement, c'est que maintenant, le Burundi, qui se bat aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, se sent menacé à son tour. Et c'est le sens des propos que tenait le président Evariste Ndayishimiye à Kirundo. Cela nous amène justement, c'est pour cela que nous voulons associer les deux. Si les rebelles n'ont pas voulu mettre en place le cessez-le-feu décrété, c'est qu'en fait, les rebelles en question ont des velléités sur la province du Sud Kivu, mais également sur le Burundi. Si le Burundi se sent menacé, ce n'est pas de la paranoïa, c'est qu'il y a une raison. D'après les sources burundaises et congolaises, et même de certains diplomates, c'est que le projet du Rwanda via le M23, c'est d'abord d'attaquer la ville de Bukavu, de prendre la ville de Bukavu, de se diriger vers le sud, vers l'Uvira, et maintenant d'attaquer le Burundi sous couvert de la rébellion de Redi Tabara.
il y a une rébellion qui s'appelle Red Tabara, créée par l'armée rwandaise, qui veut s'en prendre au Burundi en vue de renverser les institutions de ce pays. Et le Burundi est au courant, raison pour laquelle justement le président Ndayishimiye a alerté sur ce sujet en disant que si cela se produit, son pays n'allait pas se laisser faire. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit le 31 janvier devant le corps diplomatique et consulaire accrédité à Bujumbura. Et c'est ce qu'il a répété ce mardi dans la province de Kirundo. Et quand vous voyez un chef d'État s'exprimer comme cela, c'est qu'il y a une raison. Normalement, nous avons l'habitude de suivre les propos des responsables gouvernementaux qui s'expriment avec beaucoup de prudence. C'est la diplomatie qui prime. Quand on en arrive à ce point-là maintenant, de ne plus prendre des pincettes, c'est que la situation est explosive. Donc, nous voulons encore une fois évoquer ce sujet-là parce que ça devient inquiétant. Mais c'est également inquiétant sur le plan militaire. Nous parlons de cette volonté de rébellion du M23 avec le Rwanda. C'est normalement les décisions se prennent à Kigali. De ne pas respecter les cessez-le-feu, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils veulent continuer la lutte et aller prendre la province du sud du Kivu, déstabiliser le Burundi. Et le Burundi, justement, qui ne veut pas se laisser faire, on les comprend. Ce mardi également, l'autorité, les responsables congolais, ce mardi également, le porte-parole du commandement militaire de la province du Sud Kivu et du Nord Kivu, nous venions de l'indiquer, a lu un communiqué en disant que les assauts de la rébellion du M23 ont été repoussés. Il a parlé de la localité d'Iroussi que les rebelles voulaient prendre. Mais en indiquant que le dispositif sécuritaire de l'armée congolaise ont été renforcés et que les rebelles n'ont pas réussi à prendre cette localité comme ils le souhaitaient. Mais quand on entend justement cela, c'est que également, quelques temps avant, c'est que les rebelles avaient également indiqué qu'ils voulaient attaquer la ville de Bukavu parce que, selon eux, il y a des Congolais qui étaient tués par l'armée congolaise et que les rebelles voulaient voler à leur secours. Ce qui est étonnant. Normalement, c'est le gouvernement congolais qui est garant de la sécurité de sa population. Et donc maintenant, il y a une rébellion qui veut voler au secours de la rébellion et qui est justement ce qui rentre dans la ligne de compte de ce que déclare la rébellion et son soutien rwandais, et qu'il y a une population qui est menacée, qui est discriminée, et que justement, c'est l'une des raisons pour laquelle cette guerre a lieu. Mais nous savons que cela n'est pas vrai, que c'est le Rwanda qui veut tout simplement déstabiliser la région et s'emparer des ressources minières de la République démocratique du Congo. Cela, c'est une autre histoire. Donc, il y a la rébellion qui continue d'attaquer, il y a l'armée congolaise qui continue de défendre, en reculant d'ailleurs, il faut le reconnaître. Il y a l'armée burundaise qui a envoyé ses renforts
dans la province du sud Kivu pour aider l'armée congolaise à repousser les assauts des rebelles du M23. Ça fait déjà 3 acteurs, la rébellion, l'armée congolaise et le Burundi. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui sortira vainqueur de cette situation, de la bataille, disons, la bataille de Bukavu. Mais il y a un autre acteur majeur qui est l'Afrique du Sud. Vous avez suivi les joutes verbales entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Paul Kagame a déclaré que le président Cyril Ramaphosa l'avait menacé parce qu'il y a 14 soldats sud-africains qui sont morts au nord Kivu, qui faisaient partie du contingent de maintien de la paix dans cette région. Et donc, lors de la prise de la ville de Goma, les 14 soldats sont morts. Et d'ailleurs, il y a une cérémonie de commémoration de ces soldats qui a eu lieu en Afrique du Sud. Les drapeaux ont été baissés en berne à la mémoire des soldats qui sont tombés justement en défendant la paix dans cette région des Grands Lacs au nom des Sud-Africains. Et donc, cela a engendré une sorte de crispation entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est l'acteur, est le troisième acteur majeur de cette crise. Parce que les Sud-Africains, on a suivi le débat, je ne vais pas y revenir, les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale suite au décès de ces 14 soldats, et certains députés ont demandé au gouvernement sud-africain d'en finir avec la rébellion du M23, de son soutien au Rwanda. Évidemment, il n'y en a pas eu de communiqué officiel de la part du gouvernement pour annoncer la décision prise, sachant que l'Afrique du Sud fait partie de la SADC et que le président Cyril Ramaphosa a brièvement participé au sommet de Dar es Salaam qui a pris des résolutions dont on a déjà parlé. Donc, ça veut dire que l'Afrique du Sud, normalement, puisqu'elle fait partie de cette organisation, devrait suivre les résolutions issues du sommet de Dar es Salaam. Mais d'après d'autres sources, l'Afrique du Sud a décidé, après ces incidents, après la mort de ces soldats, a décidé d'envoyer des renforts dans la province du Sud et du Nord Kivu. Selon l'agence Reuters, l'agence britannique de presse, l'Afrique du Sud a envoyé environ 1000 soldats supplémentaires et beaucoup de matériel supplémentaire. Il y a eu apparemment des vols, des avions sud-africains qui ont fait la navette entre Pretoria et la ville congolaise de Lubumbashi. Et qui donc a amené environ 1000 soldats et des matériels dont on n'arrivait pas jusqu'à présent à connaître l'importance. Mais dans tous les cas, il y a eu le renforcement matériel et militaire. Pourquoi la ville de Lubumbashi? Ça, c'est une autre histoire. Parce que Lubumbashi, c'est au sud, c'est à 1700 km de Goma. Est-ce que les Sud-Africains veulent établir une autre base à Lubumbashi? Est-ce qu'ils ont atterri à Lubumbashi pour pouvoir se cheminer encore vers la province du Sud Kivu et vers le nord Kivu? On ne sait pas.
Ce qui est sûr, justement, selon l'agence Reuters, c'est qu'il y a eu ces renforts. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que si on juge nécessaire de renforcer son dispositif sécuritaire et militaire dans cette région, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que ces soldats supplémentaires sont destinés à participer au combat? On ne sait pas encore, mais cela n'est pas exclu. C'est pour cela qu'on est obligé de rester prudent et d'attendre, voir l'issue des combats qui se déroulent maintenant aux environs de la ville de Bukavu. On sait que l'armée burundaise participe déjà à ces combats. Est-ce que l'armée sud-africaine va aussi y participer? On ne sait pas jusqu'à présent. On ne sait pas ce qui va sortir de ces combats. Est-ce que l'armée rwandaise va réussir encore une fois, comme cela a été au cas à Goma, de prendre la ville de Bukavu? On verra et on y reviendra certainement. Donc, on parlait des acteurs. Il y a l'armée congolaise, bien entendu, il y a la rébellion et l'armée le pays agresseur qui est le Rwanda. Il y a le Burundi qui a volé au secours de l'armée congolaise. Il y a maintenant l'armée sud-africaine dont on ignore jusqu'à présent le degré de participation, mais peut-être on le saura dans le tout prochain jour. Mais le titre de cette émission, justement, c'est la confrontation entre le Burundi et le Rwanda. Est-ce que cela est évitable? Cela, au vu des développements de la situation, la confrontation entre le Burundi et le Rwanda est difficilement évitable. D'abord parce que si un président, un chef d'État, décide de s'adresser à sa population, comme l'a fait le président Ndayishimiye à Kirundo, c'est qu'il y a de quoi. On se souviendra qu'en 1996, le gouvernement rwandais, dans sa presque totalité, a fait le déplacement dans la ville, dans la province de Kyangugu, frontalière avec la ville de Bukavu. À l'époque, c'était le Zaïre. Et que le président d'alors, Pasteur Bizimungu, il a fait des déclarations similaires aux déclarations que Ndayishimiye a fait ces derniers temps à Kirundo. Le président Pasteur Bizimungu a alors indiqué qu'il y avait des gens, des ressortissants rwandais réfugiés qui étaient dans les camps de réfugiés, qui venaient déstabiliser le territoire rwandais, et que pour lui, que pour le gouvernement rwandais, les Interahamwe, comme il disait justement, ces gens qui venaient déstabiliser le territoire rwandais, il ne fallait pas faire la différence entre ces gens et les membres du gouvernement, et les autorités congolaises et les autorités zaïroises à l'époque. Il a dit comme cela en public. Et quelques jours plus tard, 2 semaines à peu près, l'armée rwandaise a franchi la frontière, soutenue par le Burundi et l'Ouganda, et s'est attaquée au camp de réfugiés et puis a continué jusqu'au renversement du président Mobutu. Et donc, quand on entend le président Ndayishimiye, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle entre ses propos et ceux du président Pasteur Bizimungu en 1996. Est-ce que le Rwanda et le Burundi vont s'affronter? C'est la question que l'on se pose maintenant.
Et si on se pose cette question, c'est qu'il y a de quoi, c'est ce que nous sommes en train de dire. Dans tous les cas, la situation est explosive et tout le monde est aux aguets. Il y a le président Ndayishimiye qui lance son alerte qu'on a suivi, mais on sait également que du côté congolais, tout est fait pour mettre le Rwanda devant sa responsabilité. Parce que le Rwanda, qu'on se le dise, qu'on ne se voile pas la face, est le premier responsable de cette situation. C'est le Rwanda qui soutient la rébellion du M23, c'est le Rwanda qui arme la rébellion, et c'est le Rwanda justement qui est à la base de toute la souffrance que connaît actuellement la population congolaise, qui est à la base de la crise humanitaire sans précédent qui est dans le sud et dans le nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais qui est en train de tout faire pour mettre le Rwanda devant sa responsabilité et qui use tous les moyens à sa disposition diplomatique et sur le plan de la communication, même sur le plan militaire, cela n'est pas encore ça. On attend encore des efforts pour que le Congo puisse être à la hauteur de cette armée rwandaise aguerrie et qui semble déterminée à continuer à semer la terreur dans cette région des Grands Lacs. Mais du côté du Rwanda également, puisque le Rwanda maintenant est décrié un peu partout sur le plan diplomatique, le Rwanda semble maintenant acculé. Et il y a des efforts du gouvernement rwandais, d'abord des membres du gouvernement, des porte-paroles, ministres des Affaires étrangères et j'en passe, et qui continuent de nier les faits évidents de soutien au M23. Mais j'ai vu également le président Kagame qui semble être actif sur le plan de la communication. Vous l'avez suivi avec le journaliste François Soudan de Jeune Afrique, lorsqu'il essayait de se justifier encore, en disant que les rebelles du M23 sont congolais, ce qu'il répétait souvent. Mais ce qui a attiré l'attention, c'est qu'il a dit qu'il ne va pas se laisser faire, il ne va pas se laisser intimider par des menaces de prise et de sanctions. Pourquoi? Parce que les efforts congolais ont payé et beaucoup d'acteurs internationaux, beaucoup de partenaires du Rwanda veulent maintenant rompre les relations et sont décidés à prendre des sanctions contre le Rwanda. Et donc, le président rwandais le sait et il veut montrer qu'il ne craint rien. Et c'est pour cela que devant Jeune Afrique, il a dit qu'il ne va pas se laisser faire. Il a exhibé des problèmes de sécurité et que si on devait lui demander de choisir entre la sécurité de son pays et la prise des sanctions, il choisirait certainement que son pays subisse des sanctions. Mais ça, justement, c'est sur le plan de la communication. Il sait bien que si les sanctions sont là, le Rwanda va souffrir. Malheureusement, c'est le peuple qui va souffrir. Lui, il s'en sortira d'une façon ou d'une autre. Et donc, cela montre que le Rwanda est conscient des conséquences qui peuvent découler de ces actions à l'est de la République démocratique du Congo. Mais outre le plan communicationnel, le président rwandais dernièrement était au Qatar. Et moi, quand j'ai vu ce déplacement au Qatar,
Je me suis demandé si Paul Kagame avait sollicité un entretien avec l'émir du Qatar ou si l'émir du Qatar avait convoqué le président rwandais. Pourquoi? Parce que je parlais justement de ces efforts diplomatiques de plusieurs pays occidentaux, partenaires du Rwanda, qui semblent sortir de leur léthargie et de demander à Kigali d'arrêter son agression à Kinshasa. Quand j'ai vu son déplacement au Qatar, je me suis demandé si ce n'est pas le Qatar qui l'avait convoqué. Pourquoi? Parce que le Qatar est normalement un pays qui sous-traite souvent avec les puissances occidentales. Vous avez vu, lorsque le Hamas a négocié avec l'État d'Israël sur demande des Américains, cela est passé par le Qatar. C'était un allié, en fait, des Occidentaux, mais qui peuvent souvent servir d'intermédiaire entre l'Occident et d'autres régions du monde. Ce qui veut dire, j'ai pris l'exemple des négociations entre le Hamas et Israël, mais d'autres exemples sont là, peut-être je ne vais pas en évoquer. Ce n'est pas impossible que les États-Unis ou les pays européens demandent au Qatar d'intervenir auprès du président rwandais pour qu'il arrête ces actes terroristes à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme le Qatar est un allié incontournable du Rwanda, le président Paul Kagame serait évidemment obligé de s'y plier. Je n'ai pas de source crédible. Mais je me demande jusqu'à ce jour si Paul Kagame a été convoqué au Qatar ou s'il a sollicité un entretien. Mais en réalité, ça équivaut à la même chose. Parce que lui aussi, maintenant, il est en train de voir que le terrain est de plus en plus glissant et que peut-être il serait temps de trouver une porte de sortie. Et la porte de sortie peut être le Qatar, qui peut intervenir non seulement auprès du Rwanda, mais aussi auprès des pays occidentaux partenaires du Rwanda, mais également auprès du président congolais Félix Tshisekedi. Et si le Qatar peut servir d'intermédiaire, cela veut dire que le Rwanda s'en sortirait encore peut-être pas très reluisant, mais au moins qu'il y aurait une sorte de sortie qui ne lui déplairait pas. Parce qu'il y a d'autres sortes de sorties et qui lui seraient fatales. Et donc, il faudrait que le président rwandais trouve une issue qui ne lui serait pas défavorable, en laissant la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais sans entraver également ses intérêts et sans entraîner sa perte de pouvoir, parce que cela est également possible. Et voilà. Et donc, pour revenir à la question initiale, si le Rwanda va se confronter directement au Burundi dans une guerre qui serait fratricide, il faut qu'on se le dise, parce que le Burundi et le Rwanda, normalement, sont des pays frères qui partagent la même histoire, qui partagent la même langue, qui ont les mêmes us et coutumes. Si les deux pays s'affrontent, cela va être une catastrophe. Mais on s'achemine vers cela si le Rwanda n'arrête pas ses actes terroristes, n'arrête pas ses volontés de déstabiliser la région. Parce qu'on le voit, le Burundi est déterminé, il faudrait que le Rwanda puisse dire stop et qu'il retire
c'est un contingent militaire, d'abord de la République démocratique du Congo, mais également renonce à ses velléités d'aller attaquer le sud du Kivu et déstabiliser le territoire du Burundi. Mais en entendant les propos d'Évariste Ndayishimiye, on sait que les choses sont allées très très loin. Et en entendant, en suivant les communicants rwandais, qui évidemment vont invectiver le chef de l'État burundais, justifier les actes du Rwanda au Congo, surtout au sud du Kivu, on voit mal comment la situation ne va pas continuer à se détériorer. Et c'est pour cela que nous voulions faire cette vidéo pour demander aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités. D'abord, à mes amis rwandais, aux communicants, d'arrêter de mettre le feu aux poudres, de comprendre que c'est leur pays, le Rwanda, qui est responsable de ce qui est en train de se passer au Congo et peut-être au Burundi maintenant, prochainement. Les communicants, les journalistes qui sont allés à Goma se donner à cœur joie, célébrer la victoire du M23 comme c'était une fête familiale. S'il vous plaît, cela pourra peut-être un jour vous tomber là-dessus. Ce qui s'est passé à Goma d'abord, j'ai vu également le président Kagame s'en expliquer là-dessus en disant que les 3000 morts à Goma, c'était des combattants, des Wazalendo, des FDLR et de l'armée congolaise. Mais la réalité est là, c'est que les forces armées rwandaises, essentiellement les forces spéciales, ont traversé la frontière et ont fait un véritable carnage à Goma, en s'apprenant essentiellement aux civils. C'est des civils qui sont morts. Maintenant, on parle de 3000 personnes qui sont officiellement annoncées, mais il y en a beaucoup plus. Et ce n'est pas seulement à Goma, vous avez suivi le massacre de Kishié il y a quelque temps. Mais là où l'armée rwandaise passe, il y a beaucoup de cadavres. Cela est connu. Alors, mes amis, journalistes rwandais, communicants officiels, ou tout simplement sympathisants, sachez que vous êtes en train d'acclamer quelque chose de très terrible. Vous êtes en train de soutenir des massacres. Et je vous rappelle qu'on a connu, que le Rwanda a connu une histoire terrible en 1994. Que ceux qui ont soutenu, ceux qui ont clamé les crimes commis à l'époque ont eu à le regretter quelques années plus tard. Ne soyez pas dans la même situation. L'armée rwandaise est tue. L'armée rwandaise a fait un véritable carnage à Goma, s'il vous plaît. Et là où les forces spéciales passent, il y a d'innombrables cadavres, des monceaux de corps sans vie. Et si vous continuez comme ça à clamer, ça veut dire que vous aussi, vous serez d'une façon ou d'une autre responsable de ce qui se passe. Là, j'ai interpellé les communicants rwandais. Les responsables gouvernementaux, je sais qu'il y a des responsables gouvernementaux au Rwanda qui ne sont nullement associés à la prise de décision parce que cela se prend au niveau des services de renseignement, chapeauté justement par le président rwandais Paul Kagame lui-même. Et puis après, quand cela s'est fait, on demande aux communicants, ça veut dire au ministre des Affaires étrangères,
au porte-parole, au vice-porte-parole, au porte-parole adjoint, d'aller expliquer à l'opinion nationale et internationale que le Rwanda est en train d'assurer sa sécurité. S'il vous plaît, vous aussi, vous serez responsable. Il faudrait y penser. Quand vous soutenez des massacres, quand vous soutenez une cause qui n'est pas juste, sachez que vous êtes dans un chemin qui ne convient pas et que peut-être plus tard, vous pourrez être tenu pour responsable de tout ce qui s'est passé. Et je demande justement maintenant aux responsables réels qui sont Paul Kagame et ses sbires des services de renseignement de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. De réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. Les massacres qu'ils commettent depuis longtemps ne resteront peut-être pas impunis éternellement. À un certain moment, il faudra que quelqu'un hausse le ton et demande que ces gens-là soient traduits devant la justice. Mais le mieux serait qu'eux-mêmes, l'armée rwandaise, les services de renseignement rwandais, le président Kagame lui-même se disent tout de même, on en a fait assez, on en a trop fait, maintenant il faut qu'on s'arrête. Parce qu'on va trop loin. Et je voudrais justement dire que le Burundi, si le président Ndayishimiye au Séloton, lui qui a des informations, il a accès aux informations provenant des services de renseignement. Il sait ce dont il parle. Et je le comprends. Et je le comprends et j'aimerais bien qu'il continue à défendre son territoire. Je ne souhaite pas que les deux pays se confrontent, mais je veux bien que le président Ndayishimiye et les Burundais défendent leur territoire. Parce que cela fait maintenant 30 ans que le Rwanda fait n'importe quoi dans cette région et ça a trop duré. Et la communauté internationale dans tout ça, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine. J'ai cité les 5 membres du Conseil permanent des États, j'ai cité les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais également, il y a d'autres pays influents comme l'Allemagne et les partenaires du Rwanda. Toutes ces puissances-là seront également tenues responsables pour ce qui se passe dans cette région. Le Congo se bat comme il peut. Le président Tshisekedi a fourni d'immenses efforts et je l'en remercie. Les membres du gouvernement, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, fournit d'immenses efforts. Sans jusqu'à présent parvenir à convaincre l'opinion internationale, même si les lignes sont en train de bouger, comme le disait quelqu'un du côté congolais, les lignes sont en train de bouger, mais il faudrait que quand même on en arrive à avoir une décision internationale qui interdit le Rwanda de continuer à déstabiliser la région, s'il vous plaît. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend parce que on espère qu'il faudrait au moins qu'il y ait la paix dans cette région du monde et qu'on respecte l'intangibilité territoriale de la République démocratique du Congo parce que j'entends ici et là qu'il y aurait peut-être la création prochaine d'une république qui s'appellerait Kivu. Il faudrait qu'on respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et donc, toutes ces puissances-là doivent être tenues pour responsables de ce qui se passait là-bas.
Je ne veux pas parler de sociétés, des multinationales qui continuent de soutenir Paul Kagame et qui sont peut-être les principaux financiers de cette guerre insensée et meurtrière. Voilà. Pour terminer, je voudrais dire, lorsqu'on a parlé récemment, c'était dimanche, de cette guerre, on évoquait les résolutions du sommet de Rwanda entre la SADC, du sommet de Rwanda, le sommet conjoint de Dar es Salaam, le sommet conjoint de la SADC, de l'EAC à Dar es Salaam. Nous nous demandions si les résolutions allaient être respectées, mais pour voir maintenant, il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect, on en avait déjà parlé. Il y avait plusieurs raisons de voir qu'en fait, les résolutions ne pouvaient pas être respectées parce que il y a des tensions entre deux blocs. Il y a des gens qui soutiennent le Rwanda dans son agression contre la République démocratique du Congo. Il y a des nations qui soutiennent le Congo dans sa guerre défensive contre l'agression que le pays a subi. Voilà. Nous reviendrons certainement sur ce dossier prochainement parce qu'il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup d'évolution et selon justement, selon les évolutions prochaines, nous serons amenés encore une fois à parler de cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Mais nous voulions également aujourd'hui, ce que nous voulions dire, c'est que le Burundi a raison d'alerter et a droit également de défendre son territoire si il est attaqué. Nous voudrions dire que le Congo a droit de se défendre contre l'agression rwandaise et nous voulions appeler le Rwanda à prendre ses responsabilités, à renoncer à tous ces projets macabres et à revenir à la raison. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'émission de ce jeudi 13 février 2025. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.